Mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 23 juin 2019. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. La visite officielle de 72 heures du président sénégalais Macky Sall en Côte d'Ivoire s'est achevée hier samedi. La veille au soir, le président Alassane Ouattara a offert un dîner en son honneur, un moment de convivialité pour célébrer la coopération ivoiro-sénégalaise déjà excellente, mais que les deux chefs d'État entendent encore renforcer. Sur place, au Sénégal, Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a pris part au premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Mariatou Koné a partagé l'expérience ivoirienne avec l'ensemble des pays participants au sommet. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été abattu quelques heures après une attaque à une tentative de coup d'État dans l'Amara, État régional dont le président a également été tué. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le gouvernement éthiopien. Ces assassinats semblent être une attaque coordonnée. Nous irons en Éthiopie dans moins de 30 minutes. Le SOAC, Système ouest-africain d'accréditation, a été créé en 2010 par le Conseil des ministres de l'UEMOA, portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA. L'objectif était, à l'instar des autres régions et États, de doter les pays membres d'un organisme d'accréditation à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires opérant dans l'espace UEMOA. Le SOAC a été donc conçu comme instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs ouest-africains. La Côte d'Ivoire abrite le siège depuis mars 2018. 15 mois après, quel bilan? Combien d'organismes d'évaluation de la conformité accrédités et quels sont les défis et perspectives du SOAC? Le directeur général du SOAC nous a rejoint en plateau. Il répondra à nos questions dans le cadre du magazine du dimanche. Monsieur Marcel Baguidi. Bonjour. Bonjour Monsieur Diaby. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve tout à l'heure. D'accord, merci. Dans 30 minutes. Merci à vous. Je vous le disais en titre, le président Macky Sall était en visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire et c'est hier samedi que Macky Sall a regagné son pays. Vendredi soir, le président Alassane Ouattara a offert un dîner en l'honneur de l'illustre hôte, un moment de convivialité pour célébrer l'excellence de la coopération ivoiro-sénégalaise, laquelle coopération doit être encore plus renforcée. C'est une volonté affichée des deux chefs d'État, Mahama Traoré, Alexis Ouedraogo. Macky Sall, élevé à la dignité de Grand Croix par le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse Marième Faye Sall, première dame, faite commandeur de l'Ordre national de la République. Deux distinctions pour traduire l'amitié profonde entre les deux pays. Rappelant les liens historiques et solides entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est voulu optimiste quant à l'avenir de la relation ivoiro-sénégalaise. Monsieur le Président, chers frères, votre visite témoigne de l'exemplarité et de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qu'entretiennent nos deux États depuis des décennies. Elle illustre également la continuité des liens séculaires et privilégiés qui unissent nos deux peuples. Oui, Monsieur le Président, les peuples sénégalais et ivoiriens sont deux peuples frères. Hier, nos dévanciers, les présidents Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, ont mené le combat pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays respectifs. Aujourd'hui, vous et moi avons la lourde responsabilité de mener ensemble le combat pour le développement de nos États en vue de les conduire vers l'émergence. Je voudrais former le vœu de voir de plus en plus d'hommes d'affaires sénégalais investir en Côte d'Ivoire, ainsi que de plus en plus d'hommes d'affaires ivoiriens investir au Sénégal en vue de faire émerger des champions nationaux dans nos deux pays. Je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir radieux des relations entre nos deux pays en raison de notre volonté commune de donner le meilleur de nous-mêmes dans le renforcement
des relations sénégalo-ivoiriennes. Pour le chef de l'État sénégalais, l'axe Yamoussoukro-Dakar se doit être modèle d'intégration et de coopération sud-sud réussie. Au plan bilatéral, l'amitié et la coopération sénégalo-ivoirienne restent solides et dynamiques. Selon la formule consacrée, il n'y a aucun nuage entre Dakar et Abidjan. Notre défi majeur est de poursuivre, élargir et intensifier nos échanges en tenant des nécessités et enjeux nouveaux pour conforter nos acquis bâtis sur plusieurs décennies d'efforts constants, de confiance mutuelle, d'estime réciproque et de fraternité humaine. Je souhaite à ce propos que nos gouvernements conviennent d'une date pour la tenue de la 10e session de commission mixte de coopération dont la 9e avait eu lieu à Dakar en mars 2014. Avant de lever un toast en l'honneur de l'amitié ivoiro-sénégalaise, Macky Sall a émis le vœu de voir son homologue ivoirien effectuer une visite d'État au Sénégal dans les mois à venir. Je vous l'ai dit, c'est hier samedi que le président Macky Sall a regagné son pays, le Sénégal, un pays où vivent plus de 10 000 Ivoiriens. Des Ivoiriens loin de la mère patrie, mais réunis en association avec pour leitmotiv l'entraide, la solidarité, sans que les différences ethniques, religieuses ou sociales ne constituent une barrière. Vous allez le voir dans ce reportage signé Sidonie Davila, qui était de passage au pays de la Teranga. Bon nombre d'Ivoiriens ont choisi de vivre au pays de la Teranga. Le travail et l'aventure, deux raisons essentielles dans leur établissement au Sénégal. Bertin Kwaku vit à Dakar. Je suis là depuis 1994. En majorité, on est venu en aventure. Donc qui dit aventure, dit les aléas de l'aventure. Les Ivoiriens vivant au Sénégal sont estimés à près de 10 000, regroupés par secteur d'activité au sein d'une association FARIS, Fédération des amicales des ressortissants ivoiriens au Sénégal. Une fois par semaine, les membres de la diaspora se retrouvent pour évoquer leur quotidien. En l'absence de la présidente, c'est Bertin justement qui raconte l'histoire de la fédération. Après les événements post-électoraux en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se regardaient un peu en chien de faïence à Dakar. On n'était plus unis, donc il fallait créer la FARIS, un élément prépondérant dans la fusion, dans la cohésion des Ivoiriens à Dakar. L'association a toujours bénéficié du soutien de l'ambassade, représentée à chacune de leurs rencontres. Mireya Nokwa est chargée des affaires juridiques et consulaires à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Elle ne manque pas de faire un retour à sa hiérarchie après chaque rencontre. Depuis janvier 2019, Marie-Cécile Kokola est au Sénégal. La chargée d'affaires, en l'absence de l'ambassadeur, tient les rênes. Elle évoque la collaboration entre la communauté et la mission diplomatique. Moi, j'ai trouvé une association très dynamique qui est vraiment en partenariat avec l'ambassade. C'est vrai que l'une des grandes missions de l'ambassade à l'étranger, c'est de porter assistance et protection aux ressortissants. Mais ils nous aident énormément dans cette mission-là. Face aux sollicitations de plus en plus nombreuses, l'ambassade est impuissante. Il y a un cas social qui nous a été posé à l'ambassade. Le cas de la sœur qui est malade, qui est hospitalisée, qui est dans un cas très critique. Mais quand j'ai porté à leur connaissance, on a pu réunir au moins 800 000 francs CFA. À l'avenir, si vraiment le gouvernement pouvait aider l'ambassade, il ne serait-ce qu'à avoir une ligne pour pouvoir porter secours et assistance à la communauté. Comme ça, bon, on pourrait mieux gérer les cas sociaux qui se présentent à nous. Tout comme elle, les Ivoiriens résidant au Sénégal ont aussi des doléances. Un malheur peut arriver à Abidjan, on t'appelle, sur champ, tu n'as pas d'argent. Donc tu fais appel à la FARIS. Nous, on te paye le billet. À ton retour maintenant, tu nous rembourses un peu. Hein? Et aussi au niveau des permis de conduire. Hein? On a signé une convention avec une école, auto-école
qui permet à moindre coût que l'Ivoirien à Dakar ait son permis de conduire. Aussi, essayer de mettre à dispo des prêts, ce qu'on appelle les fonds sociaux. Quand tel élément de chaque amical de base a un projet, si son projet il est bancable, on le fait. Nous attendons que notre gouvernement vienne soutenir cette diaspora. Au Sénégal, deux grandes valeurs caractérisent la communauté ivoirienne, la solidarité et la cohésion. Placée sous la tutelle de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, la Fédération des amicales des ressortissants ivoiriens au Sénégal, FARIS, veut aller plus loin, mais avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Et on reste sur place au Sénégal, à Dakar précisément, où s'est tenu récemment le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire y a pris part. C'est la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui conduisait la délégation. Mariatou Koné a partagé l'expérience ivoirienne avec l'ensemble des pays participants au sommet. Le témoignage de Godefroy Okambawa. Mariatou Koné à Dakar au Sénégal pour le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est allée partager l'expérience ivoirienne avec ses pairs des 17 pays participants et 45 ONG présentes à ce sommet. Nous sommes présents à ce sommet surtout pour un partage d'expérience. Montrer l'engagement de la Côte d'Ivoire et féliciter toutes ces femmes, tous ces guides religieux, toutes ces personnes qui s'impliquent afin que 2030 soit pour nous l'année véritablement d'éradication de la pauvreté et surtout qu'il n'y ait plus de mariage précoce et de mutilation génitale féminine en Afrique. Selon Mariatou Koné, en ce qui concerne la jeune fille, la Côte d'Ivoire a opté pour une approche multisectorielle. Déjà pour les mutilations génitales féminines, depuis 1998, il y a une loi qui existe. Pour le mariage précoce, vous avez vu tout le travail qui est fait par la justice, par le ministère de la Femme, par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Santé. Le sommet de Dakar vise à mettre fin à la pratique des MGF et des mariages d'enfants d'ici à 2030. Les moyens pour y arriver, attirer davantage l'attention de tous pour une large mobilisation des décideurs, des leaders religieux et coutumiers et de la société civile. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont un nouveau président. Son nom, c'est Gawusu Diabaté. Il a été investi récemment lors d'une cérémonie qui avait pour thème « Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau ?» C'était en présence de Mamadou Touré, le ministre de la Promotion et de l'Emploi des Jeunes. Reportage Colette Ilboudo, Noussangaré et Mamadou Kwasi. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, les jeunes ont voulu marquer leur adhésion à la nouvelle dynamique insufflée à la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, une fêtière de jeunesse qui se veut un creuset de paix et de vivre ensemble. Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau est le thème choisi pour la cérémonie d'investiture de la nouvelle équipe dirigeante. Fonana Koulibaly, représentant le ministre Bruno Koné, a invité les jeunes à cultiver en eux l'esprit d'équipe, lui emboîtant le pas. Sur le banc Touré, conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, les a également exhortés à être de véritables promoteurs du concept de l'Ivoirien nouveau. Pour mener à bien la mission à lui assignée, le président nouvellement investi, Gawusu Diabaté, entend s'appuyer sur l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le jeune revienne à sa valeur, son expression la plus idéale. Le jeune devient responsable, devient celui sur lequel repose la prospérité d'une nation, le développement d'un État. C'est à cela que nous attelons. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, est revenu sur les valeurs sur lesquelles doivent s'appuyer les jeunes, à savoir l'excellence, la discipline et le travail bien fait. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train d'amorcer sa renaissance. Il y a encore quelques actes qui sont posés et nous devons être ensemble pour agir, nous devons être ensemble pour sensibiliser, pour que plus d'actes d'incivisme ne soient posés par les jeunes. Nous devons aimer le pays, nous devons respecter les institutions de ce pays. Nous devons respecter les symboles, ce qui incarne donc ce pays et ses institutions. Voici un peu la mission que je voudrais vous assigner au nom du Premier ministre Amadou Koulibaly. C'est en août 2018, à l'issue du 4e congrès, que Gawusu Diabaté a été porté à la tête de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGESI.
À présent, cette question, comment les entreprises ivoiriennes peuvent-elles croître sereinement si elles ne disposent pas d'informations financières fiables et indispensables pour leur pilotage? La question semble essentielle et une vingtaine de professionnels de la comptabilité et de l'audit tentent d'y apporter réponse à l'initiative de l'Institut de l'audit interne de Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko. Dans un environnement réglementaire en constante mutation, cette rencontre des experts comptables se veut l'occasion pour les auditeurs de revisiter l'ensemble des outils et des procédures qui permettent de renforcer le contrôle interne, condition majeure à la performance des entreprises. L'interdépendance et l'intégration des systèmes d'information, l'irréversibilité des processus de dématérialisation des obligations financières, comptables et fiscales, ainsi que la complexification de l'environnement juridique rendent nécessaire la revue du champ des diligences du contrôle interne et externe à la lumière des meilleures pratiques internationales. Ces meilleures pratiques internationales passent par la vulgarisation du visa des états financiers et son élargissement à l'ensemble des contribuables, ce qui devrait favoriser la réduction du poids du secteur informel dans nos économies et intensifier l'émergence de petites et moyennes entreprises, grandes pourvoyeuses de richesses. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue tellement complexe qu'il faut en connaître les méandres et donc disposer des fonctions de contrôle et les mettre efficacement en œuvre. Mais l'ensemble permet véritablement de mieux circonscrire les difficultés que peut rencontrer une entreprise, de mieux mitiguer les risques que cela peut présenter et donc d'accroître la création de valeur et de richesses de ces entreprises-là. Le contrôle interne concerne les procédures qui permettent de prévenir autant que possible l'activité de l'entreprise contre les malversations, l'usage abusif ou à des fins personnelles du matériel professionnel. Ce sont souvent des procédures en lien direct avec le compte financier de l'entreprise. On va marquer une pause pour rendre hommage à tous les réfugiés des 4 coins du monde. Cette année, l'on a célébré la 19e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Et en Côte d'Ivoire, c'est Tout le Pleu qui a été choisi pour abriter l'événement dénommé « Avançons ensemble avec les réfugiés ». La 19e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée à Tout le Pleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à travers le thème « Avançons ensemble avec les réfugiés ». Défilé au son de la fanfare et message des temps forts de la célébration. Le préfet du département de Tout le Pleu, Ibrahim Sissé, et le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, Mohamed Touré, ont sollicité plus d'attention et de solidarité en faveur des réfugiés. Afin d'atteindre les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, il est essentiel pour l'OHCR et ses partenaires que l'État ivoirien puisse adopter des lois et politiques relatives au régime de protection des réfugiés. Je me félicite néanmoins des avancées enregistrées dans la protection des réfugiés sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères à travers l'ADARA. Celle-ci se manifeste aussi bien dans le domaine de l'identification, de la santé que de l'autonomisation des réfugiés. Je voudrais me tourner d'abord vers la communauté des réfugiés pour leur dire qu'ils bénéficient certes d'un statut, mais cette situation ne sera pas permanente. Il est donc indispensable de sortir de l'état d'assister pour se reprendre en charge. Ensuite, aux familles d'accueil, je voudrais leur exprimer mon infinie reconnaissance au nom du gouvernement ivoirien. Les ex-réfugiés et leurs hôtes promettent d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Je suis venue en Côte d'Ivoire. Je sais comment je me comporter comme une Ivoirienne parmi mes camarades dans ma communauté pour que je n'ai pas de palabres. Ce sont les deux mains qui se lavent. On va leur donner des terres pour que ces enfants prennent la position qu'ils avaient avant de partir. Cette année, au total, 1110 réfugiés ont été rapatriés, au nombre desquels 79 personnes arrivées du Libéria à la veille de la présente Journée mondiale des réfugiés. Cette commémoration est marquée par le retour de la 1000e personne de l'année 2019.
C'était un reportage de Ouattara Amadou Walter. On va poursuivre en musique. Le 21 juin dernier, c'était la fête de la musique. À Botro, c'est le stade municipal qui a abrité les festivités organisées par l'association Diabo Ville Émergente. Une initiative du ministre des Transports Amadou Koné qui permet de valoriser la culture et renforcer les liens de fraternité et de cohésion dans le département. Reportage RTI Boaké, Ange Kouakou et Charles Tatou. Plusieurs artistes et humoristes de la région de Gbeke en spectacle dans la ville de Botro, chef-lieu de département. L'initiative vient de l'association Diabo Ville Émergente. Nous voulons inviter la jeunesse à être responsable, à changer, changement de mentalité, changement dans sa conduite. Et en étant responsable, elle s'éloigne de tout comportement violent et devient une actrice de la cohésion sociale dans toute la région du Gbeke. Et cet événement marque aussi les bases d'une plateforme qui va regrouper toute la jeunesse du département pour qu'ensemble nous puissions œuvrer et travailler pour la reconstruction de notre cité. Ce spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la musique a servi d'occasion aux responsables du système éducatif ivoirien de Botro pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. On a d'abord énuméré les différentes causes, par la suite les conséquences. Nous avons cherché aussi à énumérer certaines solutions et puis donner des chiffres, des statistiques pour dire que vraiment c'est réel et il faut trouver des moyens justes pour pouvoir éradiquer définitivement ce fléau. Je sais qu'avec ces conseils, vraiment les filles vont prendre conscience et vont changer de comportement. Créée en 2018, l'association Diabo Ville Émergente œuvre en faveur du développement économique et social et culturel du département de Botro. Outre sa culture, le cacao constitue pour la Côte d'Ivoire l'un des principaux moteurs de son développement. Avec le chocolat, il représente 4 millions de tonnes par an pour un chiffre d'affaires annuel de 40 000 milliards de francs CFA. Si le chocolat est connu outre-Atlantique, la matière première, le cacao, très peu. C'est le cheval de bataille de l'Association des Amis de San Pedro qui veut inverser la tendance. En France, une semaine vient d'être consacrée au cacao made in Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Une journée calme, mais une ambiance particulière dans la commune de l'île de Saint-Denis en région parisienne. La journée est consacrée à la Côte d'Ivoire, notamment à son cacao. L'idée a germé au sein d'une association, les Amis de San Pedro, depuis 2015. De cette idée de départ consacrée à la mobilisation de l'aide en faveur d'une région, l'on a abouti à la promotion du produit local, le cacao, matière première du chocolat tant prisé ici dans l'Hexagone. Ce cacao que j'enseigne dans les écoles françaises m'a permis de rassembler un public de consommateurs qui ne pensent que le cacao ivoirien à ce jour. Donc ça sera l'occasion, pendant les 5 jours de la foire, de voir défiler les consommateurs français à cette foire. Donner plus de lisibilité à nos produits bio venant de Côte d'Ivoire, dérivés du cacao et du chocolat. Sur l'espace, le cacao ivoirien dans toute sa composante, de la fève au produit fini. Un cacao ivoirien labellisé à terme, la démarche a le soutien du Conseil Café Cacao. Au niveau de l'île de Saint-Denis, les Amis de San Pedro présentent tout ce processus dans les collèges. Donc il fallait renforcer cette action, réexpliquer comment depuis la fève on obtient des plants dans les sachets, à la pépinière, comment on le plante. La municipalité de l'île de Saint-Denis soutient le projet. En accord avec l'association, des actions terrain en direction de villages cibles ont même été réalisées en Côte d'Ivoire. L'idée, participer à l'autonomisation des producteurs ivoiriens. Le sens de cette action correspond à notre projet de coopération décentralisée entre l'île Saint-Denis et la région de San Pedro et la ville de San Pedro, qui est de développer des activités qui permettent d'expliquer aux jeunes enfants de l'île Saint-Denis et plus largement aux jeunes enfants français le processus de fabrication du cacao et aussi d'exprimer l'indignation que nous avons face à la répartition des richesses liées au cacao. Le cacao bio, selon les initiateurs de l'exposition, est un cacao dénué de tout élément phytotechnique, des herbicides entre autres. L'objectif durant ces 5 jours d'exposition sera de mobiliser les efforts en faveur d'un cacao made in Côte d'Ivoire à même de jouer son rôle de moteur du développement durable en matière agricole.
Je vous le disais en titre, en Éthiopie, les autorités dénoncent une tentative de coup d'État dans la région Amhara, dans le nord du pays. Le chef d'état-major, le général C.A.R.E. Mekonnen et le président de la région Amhara, Ambachew Mekonnen, ont été tués à Bachirdar, la capitale de la région. L'Internet est en partie coupé depuis hier soir. En Mauritanie, l'actualité, c'est l'élection présidentielle. Selon la CENI, la commission électorale indépendante, le taux de participation de ce premier tour de la présidentielle devrait être élevé. Ce dimanche matin, le candidat du pouvoir, le général Ghazouani, s'est proclamé vainqueur du scrutin alors que les résultats n'étaient pas attendus avant le début de la semaine. La communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire a également participé à ce premier tour de la présidentielle. À Bouaké, dans le Béquet, ce sont 882 électeurs qui ont choisi entre les 6 candidats en lice. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Bouaké, école primaire Sokoura, lieu de vote de la communauté mauritanienne pour l'élection présidentielle. Ils sont venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, laissant activité économique pour accomplir ses devoirs civiques. Une élection que les Mauritaniens vivant en Côte d'Ivoire veulent juste, transparente, pour éviter une crise post-électorale dans leur pays. Pour les Mauritaniens qui vivent en Côte d'Ivoire, bon, nous on a d'espoir, on veut que les élections, ça n'a qu'à être transparent. Bon, on n'a qu'à les respecter, s'il y a des gagnants, on n'a qu'à dire que c'est lui qui a gagné. Au dit des autorités locales, mauritaniennes et ivoiriennes, toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. Je remercie le gouvernement ivoirien en place à Bouaké qui nous ont facilité la tâche en matière logistique, en matière sécuritaire. Tout se passe bien, les gens viennent, d'autres sont venus de Wangolo, de Ferké, de partout pour assister à leur devoir civique. Depuis ce matin, très tôt, les bureaux étaient ouverts à 7h15. L'affluence était très faible le matin compte tenu des activités des électeurs, mais vers 9h, l'affluence a commencé à être bonne. En Côte d'Ivoire, 12 bureaux de vote sont ouverts pour la présidentielle mauritanienne, dont 8 à Abidjan. 6 candidats sont en lice pour succéder au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. On parle sport. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Hier, deuxième journée de la compétition. 3 matchs ont tenu en haleine les amateurs de bon football. La RDC s'est inclinée face à une équipe conquérante d'Ouganda, 0-2. Le Nigeria tient en respect. Le Burundi, 1-0. La Guinée et Madagascar se neutralisent, 2 buts partout. Des matchs aussi bons que ceux-là, ça promet tout au long de cette CAN qui va durer jusqu'au 19 juillet prochain, environ 1 mois de football. Mais comment se fera la gestion de la télécommande chez vous? Entre madame qui réclame ses feuilletons à l'eau de rose, les enfants, leur programme habituel et monsieur qui ne veut manquer pour rien au monde la grand-messe du foot continental, mésentente, querelle ou à chacun son tour devant le poste téléviseur, qui tient la télécommande? Godfrey Okambawa a enquêté pour vous. Du 21 juin au 19 juillet prochain, l'Afrique vibre au rythme du football. Une période qui vient bousculer le programme quotidien sur nos chaînes de télévision. C'est également le cas dans de nombreuses familles. À l'ère du numérique, pas de téléviseur sans commande. La question qui se pose, qui aura le contrôle devant le petit écran au cours de cette Coupe d'Afrique de football? C'est les garçons, pour le moment. On ne peut pas prendre en l'air là. Si on prend avec, ils vont se fâcher contre nous. On va les donner à aller là. On sera obligé de gérer la télécommande parce qu'on sait bien qu'avec la CAN, dans une maison, il y a toujours des femmes. Voilà, pour regarder quelques chaînes. Arrivé à un moment donné, il faut faire un sacrifice. Là, il s'agit du plaisir de monsieur et de mon enfant. Donc, je suis obligé de faire avec. Les films, je peux regarder après les matchs. Certains sont parfois catégoriques, pas de place au feuilleton ou à d'autres programmes. Je pense que tu me poses cette question comme ça. Mais je suis l'homme, je suis le chef de la famille. Quand madame regarde ses films, ça ne me concerne pas. Mais quand il y a le match... Quand il y a les nouvelles, moi je ne parle pas. Donc quand le match commence, comme j'ai autorité sur la télévision, c'est moi qui ai payé ma chaîne. On me donne la télécommande de facto. C'est moi qui ai gardé la télécommande. Même si mon fils veut regarder son dessin animé, je vais dire non. La Côte d'Ivoire joue. Il faut que je regarde la coupe. Qui prendra donc le contrôle de la télécommande dans cette période de la CAN? Une chose est sûre, pas de querelle quand il s'agit du football. Et tous s'accordent pour vivre ensemble cette passion.
Quoi qu'il y a quand même des femmes qui adorent le football. Clin d'œil à l'équipe féminine de foot de la RTI. Les matchs de ce jour sont Maroc-Namibie. Ce sera à partir de 14h30. Sénégal-Tanzanie à 17h. Et Algérie-Kenya à 20h. Vous le savez certainement, les dimanches, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité, c'est le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, M. Marcel Gbagidi, qui nous a rejoint. Il est installé. Mais avant de démarrer notre entretien, M. Gbagidi, je vous propose de suivre d'abord ceci. Créé par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le système ouest-africain d'accréditation, SOAC, a pour mission principale d'accréditer les organismes d'évaluation de la conformité OEC de la région. Cela dans le respect des normes internationales et en concertation avec les services de l'UEMOA et les opérateurs privés. L'accréditation, c'est la reconnaissance formelle de la compétence technique et de nos laboratoires, de nos organes d'inspection et organes de certification par rapport donc à un référentiel pour valider les résultats de les essais. Et c'est sur cette base qu'on peut garantir la qualité de nos produits, pour d'une part préserver la santé de nos populations, mais d'autre part assurer la promotion de nos exportations pour faire face aux obstacles non nécessaires à la circulation des biens et des services. Le système est opérationnel depuis 2018. Il vient faciliter l'accès à l'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité de la région avec des coûts réduits de 30 à 55% comparativement à ceux proposés auparavant par les systèmes d'accréditation étrangères. Entre janvier et avril dernier, le SOAC a décerné ses 6 premières accréditations. L'organisme de régulation de la qualité régionale intervient entre autres dans les domaines de la métrologie, des analyses et essais agroalimentaires et BTP, de la biologie médicale. Il envisage élargir son champ d'action dans la formation et la certification de systèmes. Monsieur Gbagidi, merci d'être là. On l'a entendu dans l'élément vidéo que nous proposait Jean-Luc Bangbo. Mais dites-nous, qu'est-ce que le SOAC ? Alors, je pense que ça a été bien présenté dans l'élément. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation mis en place par la commission de l'UEMOA et aujourd'hui appuyé aussi par la commission de la CEDEAO, dont l'objectif est de protéger, participer à la protection des consommateurs, et ce, en vérifiant la conformité, la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, que sont notamment les laboratoires, tout domaine confondu, mais également les organismes d'inspection et les organismes de certification. Ah, attention, certification et accréditation, il y a bien nuance. Une grande nuance. Alors, les organismes de certification vont certifier les entreprises et on peut se poser la question de la compétence de ces organismes de certification. Et c'est là qu'intervient l'accréditation, c'est-à-dire les organismes d'accréditation vont vérifier la compétence des organismes de certification. Il serait important de souligner qu'en Côte d'Ivoire, cela a été bien pris en compte parce que ça a été gravé dans le marbre grâce à une loi qui définit de manière très claire les principes d'accréditation, de certification, bref, toute la terminologie de la qualité. Et comment la compétence même du SOAC se détermine ? La compétence du SOAC va se faire par l'évaluation par les pairs, puisque nous sommes au sommet de la pyramide. Il n'y a plus personne en fait pour évaluer. Alors au niveau mondial, nous mobilisons les organismes d'accréditation qui montent ensemble des équipes et qui vont s'évaluer entre elles. Et lorsque nous estimons que nous avons un mode de fonctionnement équivalent, nous signons ce qu'on appelle des accords de reconnaissance mutuelle qui permettent aux certificats délivrés par les structures accréditées d'être acceptés entre les pairs dans tous les pays. Et le 28 mars dernier, en 2018, il y a 15 mois, le SOAC est lancé ici à Abidjan. 15 mois donc après, c'est quoi le bilan ? 15 mois après, le bilan, c'est déjà une opérationnalité complète. Vous avez 6 laboratoires déjà accrédités. Et c'est lié vraiment au fait que nous avons eu un engagement. 6 laboratoires accrédités, mais il y en a 5 autres qui sont en cours d'accréditation. Tout à fait, 5 autres. Et au moment où je vous parle, une mission se prépare pour le Burkina Faso pour aller évaluer 2 structures. Et nous avons déjà évalué 3 structures ici en Côte d'Ivoire la semaine passée. D'accord. Et quels sont les domaines concernés, la plupart ? Alors, déjà rappelé que le SOAC couvre tous les domaines techniques, conformément au règlement de l'UEMOA que vous avez rappelé à l'entame de ce journal. Et actuellement, ceux qui sont concernés, qui ont été accrédités jusqu'à présent, vous avez des laboratoires dans le domaine de l'agroalimentaire,
Vous avez également 2 laboratoires dans le domaine de la biologie médicale. Et puis vous avez un laboratoire d'étalonnage. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore évalué un autre laboratoire de biologie médicale. Et il faut le dire, l'étalonnage, c'est dans le domaine de la masse, la pesée dans nos marchés. Tout à fait. Alors la masse, c'est vraiment important dans tout ce que nous faisons. Le laboratoire qui a été accrédité, c'est dans la masse, comme vous l'avez rappelé, au Bénin. Mais l'étalonnage est, je vais dire, constant dans notre vie de tous les jours. L'essence que vous mettez dans votre voiture, le volume, etc., c'est des questions qui vont se poser au niveau du commerce comme au niveau local. Et il est important pour cela de pouvoir se baser sur des laboratoires d'étalonnage compétents. Et nous sommes heureux d'avoir pu évaluer le laboratoire d'étalonnage de Côte d'Ivoire la semaine passée. Nous attendons les résultats. Et ça vient vraiment en appui à la politique commerciale et industrielle de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 organismes d'évaluation de la conformité dans le domaine de la santé qui ont été accrédités. Seulement 2 dans le domaine de la santé. C'est pas peu? Je dirais que certes c'est peu. De manière globale, l'accréditation c'est assez peu, mais nous avons conscience de ce déficit dans ce domaine et nous avons commencé à travailler avec des partenaires au niveau local, mais surtout au niveau communautaire. Je pense à l'Organisation ouest africaine de santé, de la CEDEAO, qui définit un peu les politiques en matière de santé dans la région. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment booster l'appui que le SOAC, mais aussi ses pairs, ceux du Ghana et du Nigeria, peuvent apporter pour plus de compétences au service des laboratoires de biologie médicale. Et nous avons bon espoir qu'avec, surtout en Côte d'Ivoire, beaucoup de structures qui appuient ce domaine, nous puissions rattraper très vite le retard dans ce domaine. D'accord. En 15 mois, 6 accréditations ont été donc faites, 5 sont en cours, alors qu'à l'origine, lorsque le siège ouvrait ici à Abidjan, l'objectif c'était une accréditation jusqu'à la fin de l'année. Tout à fait, effectivement, beaucoup de travail, mais je dois dire que c'est dans le cadre d'un contexte favorable, on va dire. Déjà, un engagement politique lié au règlement que vous avez rappelé. C'est un règlement du Conseil des ministres de l'UEMOA, donc c'est un texte supranational qui s'applique de fait dans les pays. Cela a été rappelé aux laboratoires et aux EEC qui ont voulu se conformer assez rapidement. L'autre niveau d'engagement, c'est encore les ministres. L'ensemble des ministres en charge de la qualité dans les pays, notamment ici en Côte d'Ivoire, M. Diarra-Souba, que nous remercions au passage. M. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ont bien voulu prendre des notes d'émissives, des notes d'information à l'attention des organismes d'évaluation de la conformité pour leur rappeler le cadre réglementaire et les informer que le SOAC est aujourd'hui opérationnel. À côté de ça, les ressources et l'appui technique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a apporté l'ONUDI, qui a apporté un grand appui technique pour le démarrage rapide du SOAC dans le cadre de programmes qui appartiennent aux commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et puis enfin rappeler que la commission de l'UEMOA a mis à disposition du SOAC les moyens de fonctionner pour les 3 prochaines années. Je sais aussi que vous accréditez par exemple la police judiciaire. Tout à fait, un domaine assez particulier et nouveau. La semaine dernière, nous avons pu évaluer un laboratoire dans ce domaine. C'est pour vous montrer combien la compétence des organismes d'évaluation de la conformité est cruciale pour la prise de décision des décideurs. Si vous n'avez pas un certificat conforme, quelle que soit votre compétence, vous risquez de prendre une mauvaise décision qui peut impacter le commerce, la santé, la sécurité des populations, etc. Et c'est pour ça que les commissions et les États ont mis beaucoup d'efforts pour rendre opérationnel le SOAC. Et combien de temps ça prend une accréditation? Je vais dire que ça va dépendre aussi bien de l'organisme d'accréditation que de l'OEC parce que vous allez déposer votre dossier, nous allons vérifier s'il est conforme. S'il est conforme, nous allons mandater une équipe. Et s'il n'est pas conforme, il y aura des va-et-vient entre l'organisme demandeur et puis le SOAC. Et approximativement, combien de temps vous mettez pour une accréditation? Aujourd'hui, avec tous les efforts dont j'ai parlé, les premiers certificats ont pris à peu près 5 mois. Et il est bon de souligner que nous avions des plaintes au début, avant le lancement du SOAC, parce que certaines structures ont dû attendre 2 ans pour se faire accréditer lorsque cet organisme n'était pas là. Alors, c'est le lieu de saluer cet effort des commissions qui font qu'aujourd'hui, nous avons un organisme d'accréditation de proximité qui peut prendre en charge très rapidement les requêtes des organismes d'évaluation de la conformité. Parce qu'on est habitué à d'autres structures d'accréditation internationales qui, elles, mettaient beaucoup plus de temps, 2 voire 5 ans. Tout à fait. Beaucoup plus de temps parce que l'accréditation, c'est d'abord une question nationale. Bien sûr. Ce qui fait que si vous faites appel à un organisme d'accréditation étranger, il va d'abord prendre en charge ses préoccupations nationales
avant de traiter votre demande. Et c'est à cause de ce déficit, de cette carence que les commissions ont relevé, que tout cet effort a été fait pour avoir le SOAC aujourd'hui disponible, de proximité, pour l'ensemble des États de l'UEMOA. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il n'y a pas de risque de triche? Moi, si je suis par exemple à la tête d'une structure, d'un organisme d'évaluation de la conformité et que je sollicite, je sollicite l'accréditation, est-ce que je ne peux pas faire en sorte de me mettre en conformité pour que vous veniez, vous accréditez ma structure et puis après je recommence avec ce qui n'est pas à faire? Tout à fait, c'est un niveau de risque et vous faites bien de souligner ce point. Aujourd'hui, l'ensemble des démarches qualité tiennent compte du risque. Et au niveau de l'accréditation, ce qui est fait, c'est que ce certificat, cette attestation ne vous est pas donné à vie, comme le baccalauréat, par exemple. Vous allez être réévalué chaque année. Nous avons aussi le retour de vos clients qui peuvent directement contacter le SOAC en cas de notification de défaillance, etc. Et ça nous permet, nous, de réagir. Donc il y a un système comme ça de surveillance et de confiance aussi qui doit s'établir entre l'accrédité et l'accréditeur pour que l'ensemble de la chaîne garde toute sa compétence au niveau international. Et puis il faut déjà saluer le SOAC qui bénéficie déjà de nombreuses reconnaissances au niveau national, statut d'utilité publique au niveau africain, au niveau même international avec votre adhésion à l'ILAC. Tout à fait. C'est encore le lieu de remercier la Côte d'Ivoire. Dans le cahier de charges que la commission de l'UEMOA avait mis en place, il fallait que la Côte d'Ivoire puisse permettre que nous ayons un organisme reconnu d'utilité publique, et cela est fait depuis le 8 mai. Et parallèlement à cela aussi, au niveau international comme au niveau local, il y a eu cette reconnaissance du SOAC comme membre associé aujourd'hui de l'ILAC, qui nous permet de donner encore plus de crédibilité aux efforts qui se font dans la région et plus de crédibilité aux résultats du SOAC. D'accord. La journée de l'accréditation se fête tous les 9 juin. Qu'en est-il de l'UEMOA? L'UEMOA et particulièrement la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tous les 9 juin. Alors nous avons 8 États. En fonction de la disponibilité des États, déjà 4 États ont pu la fêter, mais la Côte d'Ivoire, de manière particulière, la fêtera le 27 juin prochain, dans le cadre des journées d'évaluation de la conformité qui seront réalisées au niveau de la CRAE UEMOA. Et beaucoup de thèmes seront abordés, notamment le thème de l'année, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'apporte l'accréditation à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi surtout les questions de réglementation, la clarification des textes réglementaires, une défaillance que nous avons un peu notée dans l'ensemble des pays, et ce sera l'occasion d'éclairer un peu les parties prenantes sur cela grâce à notre point focal local qui est assuré par Madame le directeur de la promotion de la qualité et de la normalisation. Donc les journées de l'évaluation de la conformité, c'est pour les 26 et 27 juin. Je rappelle le thème qui est le suivant, une vraie valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement. Dites-moi, Monsieur le directeur général, qu'est-ce que ça apporte concrètement à une entreprise de se faire accréditer? Alors, l'accréditation, c'est déjà la reconnaissance de compétences. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de la santé. Vous allez chez le médecin, il a besoin d'un certificat d'analyse avant de décider de vous traiter. Il a besoin de s'assurer que le laboratoire qui a fait les analyses est compétent. Ça, c'est déjà au niveau de la santé. Mais vous allez avoir la même problématique qui peut se poser, par exemple, dans le secteur du bâtiment. Vous voulez construire un immeuble, est-ce que les matériaux que vous utilisez sont conformes? Cela va être défini aussi dans le cadre d'un laboratoire ou d'un organisme de certification. Mais aussi, maintenant, vous avez les approches au niveau régional et au niveau international. La CEDEAO, par exemple, va lancer sa marque de conformité aux normes. Alors, qui dit conformité aux normes, c'est une marque qui va s'apposer sur des produits et il faudra s'assurer que cette marque est délivrée par des organismes compétents. Voilà, donc on va dire globalement, l'accréditation aussi aide à booster le commerce parce que dès que vous avez cette marque et qu'on sait que derrière ceux qui ont aidé à la délivrer ont été accrédités, s'il s'agit des laboratoires et des organismes de certification, ça permet de faciliter l'échange de ce produit et surtout la confiance des consommateurs. Oh, d'accord. Je sais aussi que la prochaine assemblée générale de la FRAC se tiendra ici à Abidjan. Pourquoi le choix d'Abidjan? C'est pour septembre prochain déjà. Tout à fait, septembre. C'est déjà une invite à toutes les parties prenantes pour cette assemblée générale. Elle se tiendra en septembre et la Côte d'Ivoire parce que déjà le SOAC, les grands pas que le SOAC est en train de faire au niveau africain et international, aussi nos pairs africains qui sont dans la zone ouest africaine, je pense au NINAS, l'organisme du Nigeria, et aussi celui du Ghana, le GANAS.
Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, vous aurez cette grande messe de l'accréditation qui se tiendra au niveau local. Qui se tiendra au niveau local. Merci beaucoup. Monsieur Gbagede, Marcel Gbagede, directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre structure dont le siège est en Côte d'Ivoire depuis tout juste 15 mois. On en a fait le bilan, on a parlé du fonctionnement, vous nous avez livré votre vision, vos défis. Merci encore d'être venu et à très bientôt. C'est la fin de l'entretien, c'est aussi la fin du journal. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas à suivre le plateau Cannes. C'est sur la chaîne qui rassemble. Le 20h ce soir vous sera proposé à 22h15 avec Marie Longo.